La douleur fait partie de notre vie. Qu'elle soit physique ou psychologique, elle nous avertit que quelque chose ne va pas. Selon Aymeric Le Breton, la douleur physique a d'abord une fonction utile. Elle nous permet de détecter un danger et nous évite parfois d'aggraver une blessure. Elle n'est donc pas mauvaise en elle-même. C'est un signal que notre corps nous envoie. Mais il arrive aussi que certaines douleurs persistent, s'intensifient et nous donnent l'impression qu'il n'existe plus aucune solution. Pourtant, même lorsque nous voyons plus d'issue, cela ne signifie pas forcément qu'il n'y en a aucune. Parfois, la souffrance nous empêche simplement de l'apercevoir. Dans son livre, Aymeric Le Breton raconte l'histoire d'un jeune garçon qui cherchait tellement à résoudre son problème qu'il faisait que l'aggraver. Après avoir rencontré un médecin, celui-ci lui conseille de ne plus s'en inquiéter constamment et de laisser également le temps agir. L'auteur propose alors un exercice mental pour essayer d'apaiser certaines douleurs physiques. Il nous invite à donner une forme à la douleur, puis à modifier cette représentation dans notre esprit. Imaginons par exemple que vous ressentiez une douleur dans le dos et que vous avez l'impression que quelqu'un vous frappe avec un marteau. Vous pourriez alors imaginer que ce marteau devient de plus en plus petit, qu'il est maintenant fabriqué en mousse ou qu'il s'éloigne progressivement de vous. Cette technique de visualisation peut éventuellement aider certaines personnes à modifier leur perception de la douleur. Mais elle ne remplace évidemment pas un diagnostic ni un traitement médical. Une douleur persistante, inhabituelle ou inquiétante doit toujours être examinée par un professionnel de santé. Aymeric Le Breton aborde également la douleur psychologique. Il explique que certaines émotions comme la colère peuvent devenir encore plus douloureuses lorsque nous passons notre temps à nous répéter que la vie est injuste, à ressasser ce qui s'est produit ou à en vouloir constamment aux autres. La souffrance initiale est alors accompagnée d'une nouvelle souffrance alimentée par nos pensées. Et toute l'énergie que nous dépensons à ruminer n'est plus disponible pour affronter la situation ou chercher une solution. Cela ne signifie pas qu'il faut étouffer ses émotions, faire semblant d'aller bien ou pardonner à tout prix. Il s'agit plutôt de reconnaître ce que nous ressentons afin de pouvoir progressivement décider de ce que nous allons en faire. L'auteur souligne également que le corps et l'esprit peuvent s'influencer mutuellement. Le stress, les conflits familiaux, les tensions amicales ou les difficultés personnelles peuvent accentuer certaines douleurs. Cela ne veut pas dire que toute douleur physique est provoquée par un problème psychologique. Ces causes peuvent être nombreuses et doivent être évaluées sérieusement. Mais une chose reste importante, lorsqu'une situation ou une relation nous fait souffrir, nous ne pouvons pas toujours continuer à l'ignorer. Il faut parfois parler, demander de l'aide, poser des limites ou nous éloigner d'un environnement qui nous détruit. Ce n'est pas toujours simple ni immédiatement possible. Mais notre bien-être dépend aussi des personnes et des situations auxquelles nous sommes exposés quotidiennement. Tout cela nous conduit à une question beaucoup plus difficile. Comment vivre avec les blessures provoquées par un acte de violence ou par un événement traumatisant? Malheureusement, et comme vous le savez, certaines personnes ont subi des événements terribles et éprouvent ensuite des grandes difficultés à se reconstruire. En travaillant sur ce sujet, j'ai lu un passage particulièrement marquant du livre Un merveilleux malheur de Boris Cyrulnik. Mais avant de vous le présenter, arrêtons-nous sur un mot essentiel, la résilience. Dans le domaine de la psychologie, la résilience désigne la capacité d'une personne à se reconstruire et à poursuivre son existence malgré un traumatisme ou une épreuve majeure. Boris Cyrulnik écrit « Presque tous les enfants résilients ont eu à répondre à deux questions. Pourquoi dois-je tant souffrir ?» Les a poussés à intellectualiser. Comment vais-je faire pour être heureux quand même? Les a invités à rêver. Quand ce déterminant intime de la résilience a pu rencontrer une main tendue, le devenir de ces enfants n'a pas été défavorable. Ce passage me semble particulièrement important. Ces enfants ont commencé par essayer de comprendre ce qu'ils vivaient. Puis ils ont imaginé qu'une autre vie restait possible. Mais Boris Cyrulnik évoque aussi un troisième élément indispensable, la main qui leur est tendue. Autrement dit, la résilience n'est pas seulement une affaire de volonté personnelle. La présence d'une personne bienveillante, d'un proche ou d'un professionnel peut jouer un rôle déterminant. Cela m'a amené à réfléchir à notre propre vie d'adulte. Si des enfants parviennent à se poser des questions et à envisager un avenir différent, pourquoi nous ne pourrions-nous pas nous aussi essayer de le faire? À partir de cet extrait, je retiens trois pistes. La première consiste à essayer de comprendre notre souffrance. Pourquoi est-ce que je souffre autant aujourd'hui? Il ne s'agit pas de chercher un responsable à tout prix, de culpabiliser, mais mettre des mots sur ce qu'on ressent. La deuxième question pourrait être « Comment pourrais-je retrouver des moments de bonheur malgré ce qui m'est arrivé ?» Le mot « malgré » est important. Il ne s'agit pas d'effacer l'événement, de nier sa gravité ou de faire comme s'il n'a jamais existé. Il s'agit de reconnaître que cet événement ne doit pas obligatoirement décider de toute la suite de notre vie. Enfin, la troisième piste consiste à accepter la main tendue, celle d'un psychologue, d'un médecin, d'une association, d'un proche de confiance ou d'une personne ayant vécu une épreuve similaire. Demander de l'aide n'est pas un aveu de faiblesse, c'est parfois la première action posée en faveur de notre reconstruction. Si nous empruntons positivement ce chemin, peut-être pourrons-nous atténuer notre souffrance. Elle ne disparaîtra pas nécessairement, mais elle pourra prendre moins de place dans notre existence, c'est-à-dire devenir une goutte d'eau dans l'océan de tout ce que nous sommes capables de vivre. Je tiens toutefois à rappeler que je ne suis pas un professionnel de santé, je suis simplement un lecteur qui partage avec vous des réflexions et ce que les lectures lui ont appris. Les traumatismes sont complexes et chaque personne réagit différemment. Si vous souffrez et si vous avez subi des violences, il est important de vous tourner vers un professionnel capable de vous accompagner. Pour terminer,
j'aimerais vous parler de quelques personnalités dans l'enfance où la jeunesse fut marquée par de grandes difficultés. Oprah Winfrey, elle a grandi dans la pauvreté et a raconté avoir subi des violences durant son enfance. Elle est pourtant devenue l'une des animatrices et productrices les plus influentes de ce monde. Cristiano Ronaldo a grandi dans un milieu modeste, à Madère. Très jeune, il a dû quitter sa famille pour intégrer le centre de formation du Sporting Portugal. Il est ensuite devenu l'un des plus grands joueurs de foot. Elvis Presley a connu une enfance marquée par les difficultés financières à Tupelo, dans le Mississippi, avant de devenir l'une des figures les plus célèbres de l'histoire de la musique. J.R. Tolkien a perdu son père durant son enfance, puis sa mère, alors qu'il n'avait que 12 ans. Il a également combattu pendant la Première Guerre mondiale, avant de devenir l'auteur du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Ces parcours sont très différents, et toutes ces souffrances ne peuvent pas être comparées. Mais ils nous rappellent que notre passé exerce une influence sur nous, sans nécessairement nous imposer notre avenir. Comme l'écrit Boris Cyrulnik, la répétition n'est pas obligatoire. Et je vais le répéter une deuxième fois, la répétition n'est pas obligatoire. Autrement dit, avoir souffert ne nous condamne pas à revivre ou à reproduire éternellement les mêmes histoires. Lorsque je m'intéresse à l'enfance de certaines personnes, célèbres ou non, je comprends souvent mieux d'où leur vient cette volonté de se dépasser. Mais nous n'avons pas besoin de chercher des exemples uniquement parmi les célébrités. Dans notre entourage, certaines personnes ont traversé des épreuves dont nous ignorons parfois l'existence. Elles ne tiennent pas forcément toutes les réponses, mais leur expérience peut nous apporter un conseil, une écoute ou simplement l'espoir qu'une reconstruction est possible. Nous pouvons également prendre le temps de parler à des personnes plus âgées. Beaucoup ont traversé des deuils, des séparations, des échecs ou des périodes extrêmement difficiles. Leur expérience ne remplace pas l'aide d'un professionnel, mais elle peut parfois nous offrir un regard sur ce que nous traversons. Si vous deviez retenir une seule phrase pour cette vidéo, ce serait celle-ci. La douleur fait partie de la vie, mais elle ne représente pas toute notre vie. Nous ne choisissons pas toujours les blessures que nous recevons. En revanche, avec du temps, du soutien et parfois un accompagnement professionnel, nous pouvons apprendre à ne plus les laisser diriger entièrement notre existence. Si cette vidéo a pu aider ne serait-ce qu'une personne à entrevoir la possibilité d'une vie meilleure, alors elle aura atteint son objectif. Avant de terminer, je vais revenir sur la miniature de la vidéo. J'ai utilisé le signe Kintsugi. Selon moi, ça représente bien l'idée générale de la vidéo. Donc je vais rapidement vous faire une petite description de ce style d'art. Alors qu'est-ce que le Kintsugi ? Le Kintsugi, prononcé approximativement Kintsugi, est un art japonais utilisé pour réparer les objets en céramique cassés comme des bols, des tasses ou des vases. Le mot signifie littéralement jointure en or. Kin signifie or, Tsugi signifie assemblage ou réparation. Au lieu de dissimuler les fissures, l'artisan les rend volontairement visibles en les recouvrant d'or. L'objet réparé conserve donc la marque de son accident, mais celle-ci devient sa partie la plus précieuse. C'est pour cette raison que le Kintsugi est souvent utilisé comme une métaphore de la vie humaine. Les fissures représentent nos blessures, la réparation représente notre reconstruction, l'or représente ce que nous avons appris ou développé en traversant l'épreuve. Cela ne signifie pas que la souffrance est nécessairement une bonne chose, cela signifie plutôt qu'une blessure n'enlève pas toute notre valeur et que notre reconstruction peut faire apparaître de nouvelles forces. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo, si ça vous a plu, mettez un petit like et abonnez-vous. On se retrouve très bientôt pour le prochain thème, prenez soin de vous.